Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule hydrique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons d'un village caché sous le centre-ville de Montréal. La mission de Montréal Hanté est de vous faire connaître les centaines d'histoires de fantômes de Montréal et de la région à travers des capsules comme celle-ci, des promenades thématiques et une tournée des bars. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Veuillez noter qu'à partir de mars, les capsules seront présentées une semaine sur deux, toujours le samedi. Et maintenant, parlons fantômes. Ceux qui sont familiers avec les romans et films d'horreur le savent, ce n'est jamais une bonne idée de construire sur un ancien cimetière autochtone. Malheureusement pour la ville de Montréal, une grande partie de son centre-ville se trouve sur le site d'une ancienne ville et d'un cimetière autochtone, ce qui donne lieu à toutes sortes de spéculations pourquoi la ville est si hantée. Depuis que des restes de la ville autochtone ont été découverts en 1859 au coin des rues Metcalfe et Maisonneuve, un débat fait rage sur le fait qu'elle soit ou non le site de la légendaire ville disparue de Hochelaga, visitée par l'explorateur français Jacques Cartier en 1535. Alors que les historiens et archéologues discutent depuis longtemps de la signification de cette ville invisible et perdue, les aînés autochtones et les historiens de la Première Nation Mohawk en ont une image beaucoup plus claire. Leur compréhension des vestiges de l'ancienne civilisation, qui se cache juste au-dessous du centre-ville de Montréal, est basée sur des milliers d'années d'histoire sur leur territoire ancestral de Tiohtià:ke. Nos historiens, par contre, sont depuis longtemps obsédés par les documents historiques sur la visite de Jacques Cartier comme point de départ de leurs recherches. Entre autres, le bref récit et succincte narration de la navigation faite en îles de Canada, Hochelaga et Saguenay et autres, avec particulières mœurs, langage, cérémonies des habitants d'Issel, fort délectable à voir. Dans ce texte, Cartier documente sa visite sur l'île de Montréal. Il explorait le fleuve et arriva sur l'île le 2 octobre 1535. Cartier décrit une ville autochtone qu'il appelle Hochelaga, avec des milliers d'habitants entourés de vastes champs de maïs au pied d'une grande montagne. La ville fortifiée contenait au moins 50 maisons longues recouvertes d'écorce et était entourée de 3 rangées de palissades de bois. Cartier et ses hommes ont été accueillis par les habitants de la ville autour d'un feu près du bois, où ils ont échangé des cadeaux avant de se rendre à une cérémonie de bienvenue à l'intérieur de la ville. Après cette brève visite, Cartier et ses hommes repartirent le 4 octobre, craignant l'arrivée de l'hiver. Lorsque les Français reviennent quelques années plus tard, Hochelaga n'est plus là. Selon les aînés Mohawks, les résidents auraient retraité vers le sud après les épidémies et les combats découlant de la colonisation française. En 1642, la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion de sauvages de la Nouvelle-France fonde la colonie de Ville-Marie sur l'île, malgré les avertissements du gouverneur de la ville de Québec selon laquelle il s'agissait d'un territoire iroquois. En réponse, le sieur de Maisonneuve aurait déclaré « C'est un honneur d'accomplir ma mission, même si tous les arbres de Montréal devaient se transformer en autant d'Iroquois. » Il va sans dire que l'année suivante, lorsque la Première Nation Mohawk apprit que son territoire avait été colonisé par des Européens, une longue et brutale guerre éclata. Lorsque les colons français ont commencé à perdre, le régiment de Carignan-Salière a été amené de France pour lancer des campagnes de terre brûlée, dans le cadre duquel ils ont localisé et incendié plusieurs villages Mohawks. Cette guerre brutale dura de façon entrecoupée jusqu'en 1601, année de la signature de la Grande Paix de Montréal. La paix étant assurée, la colonie de Ville-Marie a pu continuer à se développer sur son territoire non cédé. Lorsque les Britanniques ont pris le contrôle de la ville en 1660, ils ont choisi de garder Montréal comme nom officiel. Sous le régime britannique, la colonie française est devenue une ville en plein essor, une plaque tournante des affaires et un centre financier.
En 1859, les ouvriers commencent à construire des maisons dans une zone sablonneuse au coin des rues de Metcalfe et Burnside, aujourd'hui de Maisonneuve. Ils y font la découverte de restes de squelettes, de foyers, outils, poteries, poteaux, ainsi que d'autres éléments indiquant qu'une ville autochtone était autrefois située sur le site. Un artefact particulièrement célèbre est appelé le crâne Hochelaga, un crâne indigène qui a été étudié par des scientifiques eurocentriques et rapporté dans des livres tels que Prehistoric Man, Researches into the Origin of Civilization in the Old and the New World, volume 2. À cette époque, le géologue William Dawson, directeur de McGill College, a examiné la zone sablonneuse située entre les rues Sherbrooke et Burnside et Metcalfe et Mansfield et a conclu qu'elle abritait autrefois le village de Hochelaga. En 1860, près de ce même endroit, deux ouvriers creusant du sable destiné à la décharge ont découvert 20 squelettes autochtones et de nombreux artefacts époustouflants de la célèbre ville perdue. Dawson a publié ces découvertes et beaucoup ont vite déclaré qu'il s'agissait là de la mystérieuse Hochelaga. La zone est depuis connue sous le nom de site Dawson, la première fouille archéologique de Montréal en bonne et due forme. En 1920, une plaque commémorative a été placée sur un rocher baptisé Pierre d'Hochelaga, près de l'entrée principale de l'Université McGill. Depuis lors, des artefacts autochtones ont continué à apparaître au cours de travaux routiers. Par exemple, au cours de travaux en 2016-2017, une découverte a été faite dans les rues Sherbrooke et Peel, bien à l'extérieur de la zone d'origine. Les archéologues ont trouvé toutes sortes d'objets, y compris la dent d'un beluga et la tombe d'un jeune adulte. D'après ces découvertes archéologiques, les historiens amateurs Ian Barrett et George Galbraith estiment que la ville perdue s'étendait au moins de la rue Université à l'est jusqu'à la rue du Fort à l'ouest et du Mont-Royal au nord, aux champs de maïs couvrant le Square Dominion et peut-être même au-delà. Cependant, l'urbanisation a tant perturbé les vestiges de la ville d'origine que personne ne sait vraiment à quel point la ville perdue sous le centre-ville de Montréal est grande. Certains universitaires pensent par contre que Hochelaga n'était peut-être pas situé là où se trouve le centre-ville. Une hypothèse veut que Jacques Cartier ait fait le tour de l'île, plaçant Hochelaga aussi bien à Outremont qu'au parc La Fontaine ou même à Laval. À l'occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal, le projet Hochelaga a été lancé à l'Université de Montréal afin de retrouver ce village mythique. Outre l'étrange idée que l'emplacement de la ville perdue est toujours inconnu, malgré les artefacts qui pointent vers le centre-ville, un autre point de discorde très important concerne l'identité de ses habitants d'origine. Des érudits tels que James Pendergast, Bruce Trigger et Roland Tremblay ont longtemps soutenu qu'un groupe distinct d'Amérindiens, les Iroquoiens du Saint-Laurent, existait dans la vallée du fleuve avant de disparaître soudainement sans explication. En 2006, le musée Pointe-à-Calière a accueilli une exposition sur la tribu perdue des Iroquoiens du Saint-Laurent, avec des éclats de poterie, des os de chiens et autres artefacts. Basée sur des études universitaires et intitulée « Les Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs », l'exposition postulait que ces Amérindiens habitaient sur l'île de Montréal lors de la visite de Jacques Cartier en 1535, mais disparurent mystérieusement peu de temps après, avant l'arrivée de Samuel de Champlain en 1603. Les aînés et militants de la Première Nation Mohawk sont en désaccord avec cette hypothèse étrange et soutiennent qu'elle a été créée pour justifier la colonisation de leur territoire ancestral traditionnel. Il existe également des hypothèses selon lesquelles le site est paranormal. Dans Macabre Montréal, les auteurs Mark Leslie et Shaina Krishnasamy consacrent un chapitre entier sur le site de Dawson intitulé « Le village disparu de Hochelaga ». Après avoir examiné les travaux des universitaires ayant des perspectives plutôt eurocentriques, les auteurs émettent l'hypothèse que Hochelaga n'aurait peut-être jamais existé en tant que véritable village. Ils spéculent qu'il pourrait s'agir d'un village fantôme, même lorsque Cartier y atterrit, déjà détruit depuis longtemps et habité par des spectres si réels que Cartier ne pouvait pas faire la différence.
L'explorateur, demande-t-il, a-t-il festoyé avec des esprits lors de son voyage de 1535? Nous ne le saurons jamais. Pour ajouter au mystère, il y a ce crâne en pierre ciselée qui regarde la façade du club universitaire abandonné sur Mansfield. Ses orbes vides semblent fixer le site de la ville amérindienne ensevelie. Le University Club de Montréal a été fondé en 1906 en tant que club privé de l'élite professionnelle et académique. En 1913, son clubhouse fut construit sur la rue Mansfield, située sur une partie du site de Dawson. Percy Nobbs, architecte influent du mouvement Art and Craft, a conçu le bâtiment de pierre calcaire et de briques. Au fil des ans, le club universitaire a accueilli l'élite de la ville, des magnats des affaires au premier ministre. En 2016, le clubhouse a été abandonné et vendu parce que le bâtiment nécessitait des rénovations majeures et que son coût d'entretien était considéré comme trop élevé. Il faut se demander pourquoi l'architecte a inclus un crâne dans la façade d'un club aussi prestigieux. L'utilisation symbolique la plus commune du crâne est une représentation de la mort, de la mortalité et du mal. C'est aussi un symbole des Illuminati et est utilisé par le tristement célèbre société secrète Skull and Bones de Yale. L'architecte Nobbs a-t-il été impliqué dans les Illuminati ou un supérieur du club universitaire a-t-il demandé la macabre décoration? Peut-être s'agit-il d'une représentation du crâne découvert sur le même site. Il est étonnant que certains historiens et archéologues de la société colonisatrice continuent à se quereller au sujet de l'emplacement de Hochelaga et à savoir si l'île est située sur un territoire mohawk. Les aînés historiens mohawks le savent, Montréal se trouve sur un territoire non cédé de Tiohtià:ke, partie nord de Kanien'ke, également connu comme le pays du silex. En plus, compte tenu de toutes les preuves archéologiques, il semble assez évident que la ville perdue de Otiraken se trouve à quelques pouces sous le centre-ville de Montréal. Quoi qu'il en soit, de par leur passé effacé ou leur énergie paranormale, les restes de la ville autochtone disparue vont continuer à alimenter les discussions au fur et à mesure que la vérité sera révélée, couche par couche, esprit par esprit. Voilà qui était notre petit tour d'horizon du village perdu de Hochelaga. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune capsule. Comme je l'ai indiqué plus tôt, ces capsules seront présentées une semaine sur deux à partir de mars. D'ici le 11 mars, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.